Bienvenue sur Prends les rênes, le podcast qui explore l'art de prendre sa place. Je suis Élodie Serpe, ancienne officier de marine devenue équicoach spécialisée dans le leadership naturel. Alliant expérience terrain et enseignement du cheval, j'accompagne aujourd'hui les professionnels et les particuliers à se sentir naturellement à leur place en développant des relations de qualité avec eux-mêmes et avec les autres. Alors si vous êtes à la recherche de pistes de réflexion, de retours d'expérience et d'outils concrets concernant l'affirmation de soi, la communication interpersonnelle ou encore l'esprit d'équipe, vous êtes au bon endroit. Nous explorerons ensemble des sujets inspirants pour développer une posture alignée et appréhender plus sereinement les challenges des relations humaines. Installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Nous ne voyons jamais les choses telles qu'elles sont, nous les voyons telles que nous sommes. Voilà ce que disait Anaïs Nin, et je trouve que cette citation est pas mal pour introduire ce nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur cet épisode 31 du podcast Prends les rênes. Et si aujourd'hui on parlait d'optimisme, ça vous va comme sujet ? La dernière fois c'était le conflit, donc là on passe sur l'optimisme. En fait, au cours de ma carrière, qu'elle soit militaire ou civile, je me suis demandé pendant quelques temps quand même si c'était vraiment en soi une compétence, l'optimisme. Franchement, dites-moi aussi ce que vous en pensez, je serais franchement curieuse. Si jamais on arrive à m'argumenter, et peut-être que là j'arriverai aussi dans cet épisode à argumenter que c'est une compétence, quel rôle elle a à jouer ? Pourquoi certains ne voient que par elle ? En parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, ou même dans certaines conférences auprès des professionnels dans les entreprises. Pourquoi finalement, chez moi, du moins à mes oreilles, cette compétence qui est l'optimisme, pourquoi elle a rimé pendant pas mal de temps avec cette notion d'utopisme. Et d'ailleurs, chez certains de mes clients, ça rime pas mal avec ça. Alors je vous propose aujourd'hui qu'on se pose la question suivante et qu'on essaye d'y répondre, c'est l'optimisme est-elle une compétence essentielle ou bien est-ce une compétence surfaite ? Je vais vous dire dès le début de l'épisode que peu à peu, au fil des années et de mon expérience, le point de vue sur l'optimisme a évolué. Alors, je n'en viendrai pas à dire que c'est la compétence à avoir absolument, etc., et qu'elle surplombe toutes les autres. Non. Pourquoi ? Parce que déjà, moi, je travaille beaucoup dans l'équilibre des compétences. Il n'y en a pas une qui surplombe les autres. Mais finalement, je me suis rendu compte, avec l'expérience, qu'elle avait un rôle à jouer, qu'il n'était pas si peu important que ça. Parce que pendant longtemps, je me suis dit que ça servait à rien. Mais non. J'ai bien compris son rôle parce que voilà, l'expérience a fait que je l'ai compris et surtout qu'elle gagnait vraiment à être équilibrée. Et c'est ça que je vais essayer de faire pendant cet épisode-là, je vais vous expliquer tout ça. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par optimisme ? L'optimisme, c'est cette capacité à voir le bon côté des choses, le bon côté de la vie, on va dire, à maintenir une attitude positive. Même dans des situations difficiles, dans l'adversité, face à l'échec. Par contre, je vais de suite éclaircir le sujet sur le fait que l'optimisme, quand il est équilibré, ce n'est pas vivre dans le monde des bisounours. Parce que même moi, quand je prononce la phrase « l'optimisme est la capacité de voir les choses du bon côté, la vie du bon côté, d'avoir une attitude positive, même quand c'est difficile », moi, ça rime clairement avec « monde des bisounours ». Mais j'ai aujourd'hui le recul qui fait que non, c'est pas ça en fait l'optimisme, c'est pas vivre dans le monde des bisounours, ce n'est pas être dans le déni de la réalité, ce n'est pas de refuser de voir la situation telle qu'elle est, non, c'est plutôt de refuser d'y voir la fatalité. On ne se voile pas la face quand on est optimiste, on appréhende la réalité avec une attitude globalement plus positive et globalement plus sereine. C'est un juste équilibre entre optimisme, sens de la réalité et capacité à résoudre les problèmes. On ne voit pas le verre à demi plein ou à demi vide, même si, vous voyez cette expression-là, en fait on le voit tel qu'il est. C'est cette compétence qui, clairement, nous permet de voir et de penser qu'il y a toujours une solution
n'importe la situation. C'est grâce à cette compétence qu'on peut se dire, au fond, il y a une solution face à cette situation, et si cette solution qu'on a trouvée, elle ne marche pas, eh bien, on va se décider, on va pouvoir aller chercher une autre solution. Ça vient alimenter notre détermination, notre motivation. Ça rappelle aussi qu'il y a 1000 chemins pour arriver là où on veut, et comme on le dit communément, hein, toutes les routes mènent à Rome. Martin Seligman, considéré comme le père de la psychologie positive, a mis en évidence 4 attitudes des personnes optimistes. Je vous les livre telles quelles, et puis on va travailler un petit peu dessus après. 1. Les personnes optimistes voient les difficultés comme des aléas normaux de la vie. 2. Elles relient chaque revers à une situation spécifique et n'en font pas une généralité. 3. Elles ont une estime de soi, une confiance suffisante pour ne pas s'identifier à la difficulté, se blâmer ou s'enfoncer. 4. Elles ne se sentent pas démunies, mais savent qu'en tant qu'être humain, elles ont toujours un espace de choix pour agir. En effet, la vie, elle est faite de hauts et de bas. Comme je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps, ce qui est constant dans la vie est le changement. Cette phrase m'a marquée parce qu'elle met en exergue la réalité en fait de la vie et du rythme et de la vie, qu'elle soit d'ailleurs personnelle ou professionnelle. On voit bien que les aléas viennent de façon plus ou moins régulière, qu'on le veuille ou non, le changement, qu'il soit petit ou grand, fait partie de la vie. Le refuser, tout faire pour l'éviter, en fait est clairement une illusion. J'ai aussi, pendant un temps, fait partie de ces gens qui refusent le changement. Et je pense que parfois, j'en fais encore un peu partie. Comment je le sais ? Eh bien, je vous invite à être attentif à un signal assez facile à détecter finalement quand on prend le temps d'y aller, de le conscientiser. C'est au moment où l'élément de changement, l'aléa, l'imprévu arrive, eh bien c'est d'observer notre première attitude. Là, si vous voulez faire cet exercice-là, repensez juste à la dernière situation qui est venue perturber votre emploi du temps, qui est venue perturber quelque chose. Ok. Est-ce que vous avez eu plutôt une attitude du style « Allez, bon, c'est parti, c'est quoi la situation ? On se remonte les manches. » Désolé, c'est peut-être pas très agréable que je siffle dans le micro, excusez-moi. Donc, on se remonte les manches. Go, go, go. Vous sentez une énergie, là, un feu intérieur et presque envie de tout dégommer. Ok ? Ça peut être un premier style d'attitude. L'autre style d'attitude, ça peut être « Oh, encore, bon allez, c'est reparti pour un tour. » On a l'impression que ça va nous demander une énergie dingue et que on est déjà fatigué avant de commencer. Vous voyez un petit peu, je vous donne 2 exemples, hein, ça peut être un mixte un petit peu, hein, mais voilà, d'essayer d'identifier dans quelle énergie on se trouve face à l'aléa qui arrive. On ne le vit pas du tout de la même manière qu'on soit dans un style ou dans l'autre. C'est plus ou moins agréable à vivre. Je souhaite quand même préciser quelque chose de très important à mes yeux. Ça dépend aussi de notre état de santé mentale, physique du moment. Je vais vous partager mon anecdote, je vais arriver, personnelle à ce sujet. J'ai fait il y a quelques années déjà, le test EQI, le diagnostic du quotient émotionnel, qui évalue les compétences de l'intelligence émotionnelle. Alors moi je trouve qu'il va même plus loin, puisque l'intelligence émotionnelle, mais aussi relationnelle, aussi situationnelle, je trouve qu'il va très très loin dans les compétences, et c'est celui d'ailleurs que je vous propose de faire dans les bilans de positionnement ou dans les accompagnements leadership. Donc dans ce test, la compétence optimisme, donc l'optimisme est bien vu comme une compétence et elle est évaluée. Et dans mon cas, elle était une des plus basses des 15 compétences évoluées. Ouais, je vais y venir sur le mot évoluer. Donc une des plus basses des 15 compétences évaluées. Mais je sais exactement dans quelle période j'étais quand j'ai fait ce test-là. Et d'ailleurs, quand j'ai débriefé avec le coach, il m'a demandé si j'avais une remarque particulière sur mes résultats. Et je me rappelle clairement lui avoir dit que je n'avais aucune surprise sur l'optimisme. Je m'attendais clairement à ce que cette compétence soit basse.
Donc je lui ai expliqué ce que j'étais en train de vivre, que je vivais une situation particulière, que c'était compliqué pour moi, et que j'avais du mal déjà à vivre cette situation-là, et que j'avais du mal à me projeter de façon optimiste. Et que chaque nouvelle étape me demandait justement une énergie de dingue, une énergie que je n'avais pas. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ma perception de moi-même n'était pas au meilleur de ma forme. Aujourd'hui, je suis capable de vous dire que si je repasse le test EQI, le diagnostic EQI, eh bien, je suis quasi sûre que cette compétence va à nouveau remonter. Elle ne sera pas forcément aussi haute qu'avant l'épisode, cet épisode-là de ma vie un peu compliqué, mais elle sera certainement plus équilibrée, donc avec un résultat plus équilibré, et puis elle sera plus équilibrée avec les autres compétences, c'est surtout ça qu'on regarde. Donc tout ça, c'est pour vous illustrer que ça varie au long de notre vie, selon ce qu'on est en train de vivre et selon comment on se sent. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir être le plus équilibré possible sur cette compétence. Pour cela, il est essentiel de se connaître, de connaître notre tendance aux extrêmes, notre fameux 0 ou 1. Voilà, j'en parle régulièrement. Et là, je vais essayer de décrire les deux extrêmes que j'ai pu identifier. Donc, pas du tout optimiste, d'accord ? Là, on est quoi ? On est dans le type, la vie elle est dure, on ne va jamais s'en sortir, de toute façon c'est foutu. On est plutôt dans le déni ou le refus de voir les solutions possibles. Et on peut voir quand même que ça remue des énergies assez basses, ça peut amener beaucoup de stress. Et ça c'est assez parlant, par exemple quand on fait du saut, on en parle beaucoup quand on fait du saut avec, en équitation. Clairement, si on va sur un obstacle, qu'on y croit un minimum, voire pas du tout, c'est assez probable de provoquer un refus de la part du cheval. Pourquoi ? Parce que le cheval ressent notre énergie, donc cette énergie plutôt basse, plutôt négative, donc notre peur, nos doutes, et en fait, tout dans notre tête et donc dans notre corps est en train de refuser l'obstacle. Et donc le cheval, agissant comme un miroir de son cavalier, il va très probablement refuser, puisque déjà notre corps donnera de façon assez inconsciente toutes les indications contraires à l'action de sauter. Mais il sera plutôt, non, saute pas. Alors certains chevaux, vous allez me dire, oui mais il y en a quand même qui sautent, hein. Oui, il y en a qui sont quand même bien braves, comme on dit dans le sud, et ont l'habitude, comme certains chevaux d'école, que le cavalier soit pas à l'aise, etc., mais que c'est bon, allez, on y va. Par contre, ils ne feront pas de miracle, hein. Plus vous allez monter la hauteur de l'obstacle, plus vous allez mettre des difficultés, et plus il va falloir que le cavalier soit en accord avec ce qu'il demande avec le cheval. Et je le vois bien sûr en séance d'équi-coaching. Je demande à mes clients de mettre en mouvement le cheval à pied en liberté. Bon, clairement, certains y vont, ils n'y croient pas. Ils ne croient pas en leur capacité de mettre en mouvement le cheval. Qu'est-ce qui se passe ? Le cheval ne bouge pas d'un centimètre, il fixe les 4 pieds, voire il s'endort, et il bouge pas. Ok, donc on débrief, etc. D'un coup, vous lâchez votre idée de la technique. Bien souvent, il y a ça qui se cache dessous. Hein. Bon, là, je fais une généralité, mais c'est vrai que ça revient régulièrement. Mais on arrive à donc lâcher l'idée de la technique, puisque le cheval, certes, il s'appuie sur la technique, mais si la technique n'est pas en alignement, elle n'est pas alignée avec votre posture et votre intériorité, ça sert à rien. On pourrait avoir le meilleur geste du monde. Si ça va pas avec votre attitude, ça marchera pas. Bon, donc je reviens. Vous lâchez votre idée de la technique, ok, ça c'est fait. Et vous décidez de changer d'attitude, de posture. Vous faites confiance. Vous allez faire confiance aussi au cheval. Et hop, le cheval se met en mouvement. C'est un effet déclic assuré, ça. On peut aussi transposer au milieu pro. Je vais juste vous poser une question toute simple. Comment convaincre les autres? Comment mener une équipe si nous sommes pessimistes? Vous avez envie de suivre un chef pessimiste, vous? Moi, personnellement, pas du tout. Voilà. Bon. Donc, vous pouvez réfléchir sur la question. Vous avez 4 heures. Non, je déconne. Bon. Donc là, on était dans l'extrême plutôt pas optimiste du tout. Et l'autre extrême, ok, au taquet, hyper optimiste.
Et là, dans cet extrême-là, on est plutôt justement sur ce style monde des bisounours. Alors oui, ça va alimenter la confiance, peut-être même la motivation pour les autres, diffuser une certaine confiance, diffuser une certaine motivation. Mais on peut aussi, malheureusement, dans cet extrême-là, être dans le déni, dans le refus de voir aussi les problèmes, de voir les risques. Et on peut aussi, comme type de comportement, croire que tout ira bien sans agir de façon volontaire et proactive. Donc, amener une certaine passivité et peut-être à terme une perte de pouvoir. Donc voilà, je pense que vous avez visualisé les deux extrêmes que, voilà, c'est assez... c'est décrit comme ça sur l'optimisme tel qu'on le voit dans le QI. C'est aussi c'est ce que j'ai pu aussi observer chez mes clients, chez moi dans mes différentes variations. Bon voilà, donc ça permet un petit peu d'imager. Après, à vous de trouver vos extrêmes aussi. Alors là, j'entends certains déjà me dire, ok, Elodie, t'es mignonne, mais tu nous parles d'équilibrer cette compétence, mais comment on fait? Eh bien, retrouver un juste équilibre passe par la prise de conscience de notre propre attitude au moment où le changement, l'imprévu arrive. C'est s'observer, c'est identifier comment je me positionne. Est-ce que je suis objectif? Ai-je un biais de négativité là qui pointe le bout de son nez? Rien de grave si la réponse est oui. D'accord? Oui, j'ai un biais de négativité. Ok, c'est pas grave. L'essentiel, le début du chemin, c'est d'en prendre conscience. Et pourquoi c'est si important d'en prendre conscience? Eh bien, je pense que vous commencez à me voir arriver avec mes gros sabots là, parce que ça va aussi influencer notre façon de voir les choses. Cette façon de voir les choses va influencer quoi? Notre façon d'appréhender, d'analyser, de comprendre la situation. Et au final, ça va aussi influencer les décisions qu'on va prendre. Ok? Donc comment équilibrer? Commencez déjà par prendre conscience de notre propre positionnement. C'est le pas peut-être pour certains le plus difficile, mais c'est le plus efficace et c'est ce qui va permettre une magnifique évolution derrière. Là, j'entends aussi d'autres personnes qui peuvent me dire, bon ok Elodie, mais comment rester optimiste, surtout dans les situations qu'on vit aujourd'hui? Effectivement, ça va très très vite, on nous demande plus, avec peut-être moins de moyens, je l'ai vécu même dans l'armée. Là, il y a plusieurs clés qui peuvent nous aider. La première qui peut vraiment nous aider, c'est se rappeler que la situation, elle se suffit elle-même, dans le sens où ne pas généraliser, ne pas se dire bon voilà, ça sera toujours comme ça. Dans toutes les situations, tous les aléas sont uniques. Nous-mêmes, on a évolué, puisqu'entre-temps on a vécu des choses, l'environnement, la situation sont forcément différents, ne serait-ce que c'est pas la même saison, c'est pas la même année, c'est peut-être même pas les mêmes protagonistes. Maintenant, ça ne nous empêche pas de nous appuyer sur ce qu'on a déjà vécu, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché dans les situations précédentes, pour économiser un petit peu d'énergie. Attention, c'est pas parce que c'est pas la même situation qu'on peut pas s'inspirer de ce qui a déjà été fait et qui a marché. Pas du tout. Mais c'est de se dire, ok, celle-là, cette situation-là, je vais la traiter et voilà. Il y en aura d'autres derrière, ça va pas se répéter 15 000 fois. Une autre clé qui peut aider, c'est se rappeler pourquoi on fait les choses, tout simplement, revenir à la base. Certains appellent ça le pourquoi profond, le why, enfin ce que vous voulez. L'essentiel, c'est de se rappeler pourquoi on est là, pourquoi on fait les choses. Se rattacher à ça, ça va faire quoi? Ça va alimenter notre motivation, notre énergie, peut-être même notre combativité, notre résilience. On sait à quoi on se raccroche. Se raccrocher aussi au fait qu'on a déjà trouvé des solutions dans des situations compliquées. Pas forcément la situation identique, puisqu'on l'a dit juste avant que chaque situation se ressemble sans être exactement les mêmes. Mais on peut se rappeler qu'on est capable de faire les choses, qu'on est capable de trouver des solutions et qu'on est capable de surmonter l'imprévu du moment, l'aléa. Donc c'est important aussi de nourrir donc sa perception de soi, entre autres, notre confiance en soi, notre estime de soi. Tout ça, ça peut vraiment nous aider pour alimenter notre optimisme dans notre capacité à trouver des solutions et à s'en sortir. Il est aussi important de prendre soin de soi, bien évidemment, se lancer tête baissée, serrer les dents et faire en force pour que ça passe le plus vite possible. Ça peut laisser des séquelles aussi. Il ne faut pas oublier de s'écouter. Le type de séquelles, je vais parler tout simplement de fatigue physique ou de fatigue mentale. Parfois, on a besoin de temps, peut-être plus que d'autres. Et alors?
eh bien on a peut-être besoin de poser le mental, d'accuser le coup, d'avoir un temps pour faire le point sur nos compétences, nos expériences passées, voilà, analyser un petit peu les choses, pour nourrir justement notre capacité et notre confiance à faire face. Parfois on a besoin de déconnecter pour mieux revenir plus apaisé et donc plus optimiste. À vous de trouver ce qui vous permet de rééquilibrer cette compétence. Oui Mélodie, tu es gentille, parce que ça aussi je peux l'entendre, hein, mais moi je ne suis ni pessimiste ni optimiste, je suis réaliste, et donc je réfléchis et anticipe tous les scénarios possibles, bons ou mauvais, en particulier mauvais, comme ça je me prépare. Alors, le fameux esprit critique, il scanne la situation pour détecter tous les problèmes, les risques, les faiblesses à résoudre. Il ne veut pas saper le moral des troupes, non, il veut juste prévoir. J'en parle bien, hein? Ben oui, parce que mon cerveau, il est câblé comme ça. Une situation, une nouvelle, qu'elle soit positive ou pas, bim, je scanne, j'analyse, et je vais mettre le doigt sur une faille. En tout cas, c'est ce que essaye de faire mon cerveau. Alors on me reproche de ne pas juste accueillir la nouvelle, en particulier quand elle est bonne, et juste vivre l'instant, fêter la nouvelle. Alors bon, je vous cache pas que ça a été une source de dispute il y a moins d'une semaine, hein. Mais encore une fois, tout est question d'équilibre. Alors oui, analyser, c'est bien, c'est sain, c'est nécessaire. Suranalyser, et le trop, c'est comme le pas assez, hein. N'oublions pas de revenir à la réalité, d'aplanir les choses, de gagner en objectivité. Et aussi, dans tout ce que je vous partage depuis le début, à travers cette compétence qui est l'optimisme, en fait, elle est réellement liée à cette question de perception. C'est bien notre façon de percevoir le monde et les événements. Et rassurez-vous, elle évolue avec le temps et surtout, on peut la faire évoluer consciemment. On peut habituer notre cerveau à équilibrer sa vision et son analyse à gagner justement en objectivité. Voici quelques exercices simples et efficaces. Le premier, c'est un des plus célèbres qu'on rencontre assez régulièrement, c'est les 3 plaisirs du jour. À faire généralement le soir, à la fin de la journée, quand ça nous arrange. Perso, je l'ai fait et je le fais encore quand j'en ressens le besoin, le soir en me couchant. Au moment où j'éteins la lumière, voilà, je suis prête à dormir, et j'aime bien lister mentalement, donc vous voyez, je le fais même pas sur un cahier, hein. Alors le fait de l'écrire permet de plus ancrer peut-être quand il y a besoin, c'est le cas de le dire, même si ça s'écrit pas de la même manière, mais vous avez compris. Le fait d'écrire permet de pas oublier, ou voilà, l'action de vraiment conscientiser. Moi aujourd'hui je suis passée à un stade où j'ai pas besoin d'écrire, j'en ai plus besoin, je n'en ressens plus le besoin, mais je vais lister mentalement, peut-être quand j'ai des journées un peu compliquées, ou des journées où j'ai l'impression de pas avoir fait grand chose, des choses comme ça, et je vais aller lister 3 moments agréables de ma journée. À terme, cet exercice en quoi il m'a aidé? Il m'a aidé à conscientiser que mes journées déjà ne sont pas juste des journées où je cravache un max. Ça permet aussi de conscientiser ses plaisirs, ses réussites de la journée. On alimente quoi à ce moment-là? On alimente sa perception de soi, et donc aussi on alimente notre motivation et notre optimisme. Forcément, sinon je vous proposerai pas cet exercice. Un autre exercice, je vais dire simple, mais quand même plus challengeant, mais tout aussi efficace, voire je dirais pas plus efficace, il est efficace, c'est choisir une journée, de dire ok, aujourd'hui, je me force à trouver au moins un côté positif à chaque événement de ma journée. Et même si c'est un truc pourri, hein, d'accord? Alors il y en a qui supportent pas quand il pleut, par exemple, ok, il pleut, quel est le côté positif du fait qu'il pleuve aujourd'hui? Ok. Même si vous avez un pneu à plat, même si vous avez un rendez-vous annulé, même si vous avez une réunion surprise, je le mets entre guillemets, alors moi c'était un des trucs qui me faisait vriller, et encore aujourd'hui. Mais voilà, alors c'est vrai que je le précise, je l'ai pas mis en début d'épisode et j'aurais dû le faire, un petit disclaimer, je ne traite ici que des événements, on va dire, de la vie courante, hein. Je ne parle pas d'événements dramatiques, comme un accident ou autre, d'accord? Dans ces cas-là, on n'est plus du tout dans mon domaine de compétences, hein. Voilà. Donc, je reviens sur le challenge.
challenge sur une journée, et puis pourquoi pas le tenir sur plusieurs jours, ou une journée par semaine, après à vous de voir, hein, mais la proposition c'est déjà, ne serait-ce que de le faire un jour, trouver un côté positif à chaque situation, en particulier des situations pénibles, vécues dans la journée. Est-ce que vous seriez prêt à vous challenger et à relever ce défi-là? Franchement, qu'est-ce que vous avez à perdre? Tentez l'expérience. Bon, alors quitte à le faire, faites-le sérieusement par contre, hein. Voilà, si vous choisissez de le faire, si vous dites ok, elle est là, je me challenge, j'y vais, je teste le truc, dites-le moi en commentaire, dites-moi aussi comment ça s'est passé, c'était plutôt facile, c'était plutôt difficile, est-ce qu'il y a une évolution de cette difficulté ou cette facilité en cours de journée, et comment vous vous êtes senti en fin de journée. Donc c'est intéressant de savoir ok en début de journée comment vous étiez, et faire le comparatif à la fin de la journée, et peut-être voir aussi s'il y a une évolution en cours de journée. À force de le faire, cet exercice-là, en fait, on apprend peu à peu à rééquilibrer notre façon de voir les choses. On va peu à peu apprendre, conscientiser qu'on est capable de voir les deux faces d'une même pièce, de prendre du recul, de gagner en objectivité, de booster notre compétence à résoudre les problèmes et donc devenir un leader plus confiant et plus agile. Et si vous voulez aller plus loin, si vous voulez accélérer cette montée en compétences, je propose de vivre une expérience unique à travers le bilan de positionnement. Il vous permet d'évaluer vos compétences émotionnelles, relationnelles, situationnelles, puisque je vous fais passer le diagnostic EQI, qui est un diagnostic mondialement connu, et on doit être certifié, formé et certifié pour pouvoir vous le faire passer. Donc c'est un test que vous ne trouvez pas partout. Donc ce qui explique aussi sa puissance. Hein. Donc je vous en ai pas mal parlé au début, hein, et puis je vous ai partagé par exemple moi ma compétence de l'optimisme. Donc vous avez compris que elle est évaluée dedans. Et ce diagnostic est hyper complet. Et je vais venir le compléter en vous proposant la séance de diagnostic avec le cheval. Pourquoi le cheval? Parce qu'il va nous permettre d'aller explorer ses compétences en réel, dans l'action. Et le cheval, il agit comme un révélateur. Hein. Avec le cheval, pas de masque, pas de jugement, mais de la neutralité et du feedback immédiat. Il va aller capter votre posture, autant extérieure qu'intérieure. Il va aller capter vos intentions réelles, vos hésitations aussi, et il va vous renvoyer ça avec précision à travers son comportement. Donc j'en ai parlé aussi un petit peu au-dessus, un cheval qui ne fait rien, ça veut dire aussi des choses, qui ne fait rien, qui ne bouge pas, dans ce sens-là. On va aussi aller explorer votre façon de percevoir les situations, ça c'est super. Donc vous allez pouvoir découvrir et prendre conscience. En fait, on va faire ce travail de prise de conscience de votre positionnement, de votre comportement, de votre façon de penser. Ce bilan, c'est vraiment un temps pour vous, un temps pour faire le point. Ça se passe sur un mois en 5 étapes clés. On va faire le point, vous allez vous reconnecter à vous-même, vous allez pouvoir identifier vos ressources, vos forces, mais aussi vos axes de progression et comment équilibrer tout ça. Vous repartez avec un rapport détaillé, une cartographie détaillée de votre posture, des pistes concrètes pour rééquilibrer votre positionnement, rééquilibrer votre posture. Voilà, alors si tout ça, ça vous parle, si vous sentez que c'est le moment d'approfondir ces éléments, je vous invite à aller découvrir le bilan de positionnement. J'ai toute la fiche descriptive sur le site. On en discute ensemble. Posez-moi toutes vos questions. Je serai vraiment ravie d'y répondre. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, vous a éclairé, vous a amené des pistes de réflexion et bien sûr des pistes d'action. Vous savez que je lis toujours les deux, introspection, mise en action. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bon non, je pense que j'ai fait le tour. En tout cas, si vous avez la moindre question, vous avez besoin d'aide aussi, si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à me contacter, allez-y, je ne mords pas, promis, au contraire, j'ai à cœur qu'on discute ensemble, que ce soit via les réseaux sociaux, LinkedIn, Insta ou par mail. Voilà, en tout cas, au plaisir de vous lire, au plaisir d'échanger et de vous retrouver bien vite pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une belle journée ou soirée, j'avais commencé par soirée, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, selon quand vous écoutez l'épisode. À très vite, ciao. Nous voici à la fin de cet épisode. Un grand merci pour votre écoute.
Envie de réagir au sujet du jour, de soutenir le podcast ou encore de ne pas rater les prochains épisodes? Je vous invite à vous abonner et à laisser 5 belles étoiles ou bien un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. De mon côté, il me reste à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt pour un prochain épisode.